présenté, comme tu l'as dit, je suis dans un laboratoire spécialisé en sciences de l'Antiquité qui combine plusieurs disciplines avec des fouilles de terrain et des études plus littéraires sur des textes et notamment des inscriptions. Et les projets d'édition numérique dont je m'occupe, il faut préciser aussi qu'ils s'inscrivent dans des programmes de recherche financés par des appels comme l'ANR et qui s'inscrivent dans le temps long. Pour commencer, je voulais utiliser ces deux images un peu fortes que j'ai reprises à Marjorie Burghardt et qu'elle avait présentées lors d'un colloque en 2011 pour parler un peu de cet éditeur scientifique, ce Sisyphe, qui, à cause de l'obsolescence technologique des publications web, est obligé de refaire son travail et de remonter. Dans son intervention, elle appelait à une participation des bibliothèques pour la prise en charge de ces productions qui sont, qu'on qualifie parfois d'innovantes, en tout cas qui sont mouvantes et peu stabilisées. Et puis elle terminait sur l'image du mandala qui nous rappelle que ce désir de durer, ce dur désir de durer n'est pas forcément l'unique finalité, que l'on peut trouver du sens dans le fait de faire les choses, d'en garder une mémoire sous forme peut-être non pas de stabilisation de l'objet, mais peut-être simplement de documentation ou de photographie. Donc l'objectif de cette présentation, c'est pour montrer ce retour d'expérience et vous donner les clés pour comprendre dans quelle perspective il s'inscrit, repartir sur les spécificités de l'édition numérique de sources anciennes. Embrayer sur les questions de maintenance et les défis que pose la fragilité du support numérique et les questions d'obsolescence. Ensuite, je présenterai les atouts d'un outil assez récent qui a été développé avec l'aide du standard d'encodage de texte TEI. Et puis je terminerai par un retour d'expérience et si on attend, une petite démo. Je voudrais préciser que et m'excuser par avance pour ceux qui trouveraient la présentation un peu trop technique ou trop truffée de balises et autres codes abscons, mais je crois vraiment que pour parler des humanités numériques sans soulever le capot, ça pose problème et l'intérêt est vraiment d'essayer de comprendre de l'intérieur comment les choses se passent. Les éditions numériques qui s'inscrivent dans ces projets sont des éditions numériques conçues selon un paradigme numérique. Quelques slides maintenant pour repréciser ce que c'est et les enjeux qu'on y place. Et pour bien faire la différence entre des éditions conçues en fonction des possibilités du numérique, avec des simples mises en ligne de PDF ou de documents qui sont plus conçus dans les traditionnels formats de l'édition imprimée. D'abord, reprécisons que c'est une édition académique à part entière et qui ne doit absolument pas faire de compromis avec les attendus de la discipline en termes de qualité scientifique. C'est une représentation critique et sélective. On part d'une source existante, ce n'est pas une création originale, et dans cette représentation, il y a forcément une sélection de faits avec l'ajout d'annotations et également de liens avec d'autres ressources ou des référentiels partagés au sein d'une communauté scientifique, et c'est ça qui donne aussi du sens à ces outils. Ce sont des produits d'information, mais qui sont orientés par une question de recherche, qui guide un peu cette sélection, et
ce soit consciemment ou non, il y a toujours une question de recherche qui va guider les diverses opérations de sélection et d'interprétation. Donc, on est dans un contexte scientifique, il s'agit de produire des annotations, d'enrichir le texte de savoir et de connaissances, et de maîtriser ses choix. Et forcément, suivant la perspective scientifique, on va privilégier certains phénomènes par rapport à d'autres. Et c'est une édition qui est publiée sur le web, ce qui, en fait, on va le voir, revient très vite à un système d'information complexe, permettant de proposer une vision plurale des textes à partir d'une même source de données. Voici un des théoriciens du domaine, qui s'appelle Patrick Salé, a proposé cette roue du texte pour bien montrer que les objets, par exemple les manuscrits ou les inscriptions, sont vraiment des objets multidimensionnels et qu'il n'y a pas de texte qu'on peut séparer de façon universelle et pour toutes les époques et pour toutes les perspectives. Le texte est toujours le texte et la perspective sur le texte. On ne va pas transcrire ou faire une édition de la même manière si on s'intéresse à l'œuvre abstraite ou si on s'intéresse à des questions linguistiques, si on regarde un peu le document et on veut comprendre son processus de fabrication, ou si on voit ça sous un aspect plus sémiotique. Et l'enjeu de ces travaux qui se font dans les domaines numériques, c'est de créer des éditions de numérique de plein exercice. Je reprends l'expression à Jean-Baptiste Camps. Et on retrouve Patrick Salé qui oppose bien ces éditions, il appelle ça en anglais Digital Scholarly Editions, c'est des éditions critiques numériques qui sont conçues dans un paradigme numérique et non pas des objets conçus dans un autre modèle qui aurait été transféré sur support numérique. Il y a un test pour vérifier ça, c'est si vous pouvez imprimer votre édition sans perte substantielle d'informations, c'est peut-être que ce n'est pas tout à fait une édition numérique de plein exercice. Ces spécificités, par exemple, alors bon, ça c'est des choses qui sont assez connues, je vais passer vite. Grand volume possible sans perte d'ergonomie et à coût marginal. La question de l'hypertexte et de la navigation, la possibilité de faire des recherches très fines, de construire des visualisations à partir des données, de produire par exemple des analyses linguistiques, d'intégrer des éléments multimédia et la plupart du temps imagés pour les éditions de sources, et aussi de permettre des aspects collaboratifs et sociaux et de changer un peu le régime d'autorialité des textes en intégrant parfois même dans le cadre de projets de création partagée, de crowdsourcing comme on dit souvent, des non-spécialistes, des non-chercheurs. Et puis ce sont aussi des ressources qui ont un nouveau lectorat qui est non pas des humains mais des machines, parce qu'elles, étant des objets informatiques, elles permettent de communiquer avec d'autres sites web de manière automatique. Ce sont aussi des éditions dans lesquelles l'interface n'est pas neutre, car elle exprime aussi la vision, la lecture des textes, la perspective, en mettant en valeur certains éléments ou à travers les outils qu'elle propose. Un exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé avant mon arrivée à Isoma, qui illustre cette question de la pluralité du texte et du fait qu'on définit le texte par la perspective qu'on pose sur elle. Il s'agit des dossiers documentaires de Bouvard et Pécuchet, qui sont, comme vous voyez, des collages de citations, de notes, de reprises, de références bibliographiques. On en a une ici, Buchez 2, et on voit bien que la perspective de la directrice du projet n'a pas été de chercher à reproduire le manuscrit dans sa matérialité en montant les collages de papier, etc., mais vraiment d'aligner les différents types de citations pour pouvoir les comparer entre eux
Et l'édition numérique lui a permis de proposer, à partir d'une même source, une version plus diplomatique, une version régularisée et normalisée aussi dans cette recherche de mise à niveau des différents types de citations, et puis des versions enrichies avec tout un système de code pour montrer les corrections, les ratures, etc. Un autre exemple issu d'Isoma, une édition critique à partir de manuscrits qui permet de voir différents témoins et même qui ajoute une couche d'interactivité qui permet à un lecteur de construire sa propre édition à partir des différents témoins en choisissant un mot qui vient du témoin C, un autre qui vient du témoin P, etc. Et de construire une sorte d'édition virtuelle qui correspond à sa lecture et à ses préférences. Par rapport à l'idée d'exploiter les données ainsi créées à travers la numérisation de l'édition, un projet d'Obville, de l'Observatoire de la vie littéraire, où là, ce sont des pièces de théâtre et la notation précise de la structure permet de mettre en rapport la présence des personnages au fil des actes et de visualiser cette structure d'une manière synthétique et globale. Je reprends une citation de M. Patrick Salé qui insiste sur cette question du paradigme numérique. Donc c'est vraiment la manière dont c'est moins que la forme, ce qui va compter pour les qualifier, les définir, ça va être la façon dont elles sont conçues et fabriquées. Donc elles sont vraiment conçues pour être exploitées par des outils numériques, donc la formalisation, la façon de signaler les données de manière rigoureuse est extrêmement importante. Il y a cette dimension multimédia dans les éditions de manuscrits de source. On a maintenant la possibilité d'avoir des images haute définition, ça devient même un attendu, et c'est très important. Je ne reviendrai pas sur les questions d'hypertexte qui permettent de naviguer et de lire de façon non séquentielle des textes. Mais aussi d'un point de vue plus, si ce n'est technique, plus conceptuel, ce sont des productions qui sont basées sur une description des sources selon la sémantique des données ou des phénomènes présents sur les documents et non sur la présentation que l'on veut reproduire pour la lecture. En fait, elles utilisent des outils numériques qu'on dit XML qui permettent de représenter le texte sous forme d'une arborescence. On a souvent toujours une seule arborescence avec une pluralité de possibilités ou de lectures qu'on peut combiner dans cette source de données qui sont ensuite exploitées pour produire différentes visualisations. Mais ce sont aussi, autour de cette structure, il y a une grande richesse de métadonnées. Et presque naturellement, cette façon de les produire à partir de descriptions sémantiques, d'annotations structurées, promeut une vision mouvante du texte et fluide. Car en effet, quand on publie sur support web, on n'est plus limité par la page, on a plutôt des contenus qui se dimensionnent en fonction des possibilités des dispositifs de lecture. Je suis sûre que vous savez tous très ça. Ce qu'il faut retenir et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'à la base de ces éditions, il y a un balisage des sources, un encodage et une recherche de description des phénomènes, la perspective scientifique dont on parlait tout à l'heure, d'une manière sémantique et non présentationnelle. Pour comprendre ça, quelques exemples. Un balisage présentationnel qu'on trouve par exemple dans des fichiers HTML ou web, ou sur un traitement de texte comme Word, va enregistrer des apparences. Là, on a 3 exemples d'éléments qui vont être mis en italique, la balise I l'indique, et qui, dans un balisage sémantique, ne sont pas retenus. Ce n'est pas la balise I qu'on utilise, ça va être des balises différentes pour chaque cas pour capturer la sémantique de l'élément ou sa fonction. Dans le premier cas, il s'agit d'un passage de texte dans une langue étrangère à celle du texte dans lequel il est inséré. Donc,
On aura une balise foreign qui, en anglais, dit étranger. Un titre utilisera la balise title et une insistance utilisera la balise env. Et ensuite, c'est l'interface ou la façon de celle qui va, une deuxième couche technologique qui va reprendre ces balises et leur associer des mises en forme graphiques pour la lecture qui peuvent être, dans tous ces trois cas, de l'italique également. Mais on aura une source de données précise et beaucoup plus sémantique, donc beaucoup plus exploitable pour des recherches fines ou différents types d'exploitation. Et le rôle du balisage qui se fait dans un langage qui est formalisé, donc opérable par les machines, mais aussi compréhensible par des lecteurs humains, c'est en fait d'expliciter aux machines ce qui est implicite dans le cadre d'une lecture. C'est aussi grâce à cette potentialité que qu'un éditeur scientifique peut enrichir les textes de sa perspective ou des catégories d'analyse qui l'intéressent. Un exemple simple pour comprendre, on va s'attacher d'abord à encoder les structures des textes et des documents. Donc, par exemple, un livre est composé de chapitres qui est lui-même composé de paragraphes. Une pièce de théâtre sera décomposée en actes et scènes, et on a ainsi des emboîtements de structures. Mais on peut aussi repérer des éléments indexables, qu'on appelle souvent des entités nommées, comme des noms, des dates, ou des catégories d'analyse, qu'elles soient linguistiques, liées à une discipline particulière comme la narratologie, ou dépendant, complètement spécifiques aux chercheurs. C'est aussi des modes de préparation en fait, des sources avant publication qui utilisent un principe de mise en parallèle de variantes possibles. Là, on a un exemple où sur le manuscrit, on avait le mot tronqué Relea, et puis l'éditeur scientifique a pensé à deux corrections avec un niveau de certitude différent, relation ou relicta. Dans la phrase, les deux fonctionnent. Et il n'a pas voulu choisir, il ne s'est pas senti obligé. Et le système de préparation des textes le lui a permis. Donc, tout simplement, au moment où une variante de ce type se produit dans le manuscrit, on crée une dérivation avec cette balise choice et on met en parallèle la version lue sur le manuscrit et les deux corrections alternatives. C'est aussi le principe de publication à partir d'une source complète, et c'est aussi des intérêts en termes d'intégrité, de maintenance et de conservation, d'avoir toute l'information scientifique dans un seul fichier, mais qui va être exploité à différents niveaux en fonction des besoins. Et dans notre cas, on pourra produire 3 versions différentes à partir de cet encodage. 3 versions complètes du texte. Un où on n'aura choisi qu'une version complètement diplomatique, on n'aura choisi que le contenu des éléments SIC. Une autre avec les autres éléments. Voilà le principe général sur lequel ces éditions sont fondées et qui permet toutes sortes d'exploitation grâce à cette parallélisation. C'est aussi important par rapport aux pratiques. On peut être, en tant qu'éditeur scientifique, face à des cas compliqués pour lesquels prendre une option et faire un choix est difficile. Et là, on voit que c'est en fait, on peut enregistrer l'information sans la tronquer et laisser le soin à la construction des interfaces de discriminer les différents éléments. Il peut être aussi utile de se remémorer le processus assez itératif de création de ces éditions qui deviennent des véritables travaux d'équipe avec plusieurs rôles. On va dire qu'on part d'une question de recherche
On a une phase un peu abstraite et conceptuelle de mise à plat des choix ou des centres d'intérêt qu'on a par rapport au texte. Une phase de préparation des données qui peut être d'avoir récupéré les choses à partir de documents de transcription qu'on avait déjà faites ou de bases de données. Et puis un balise. On rassemble tout ça dans le document source en ajoutant les balises de façon soit manuelle, soit automatisée chaque fois que c'est possible. C'est vrai que sur certains manuscrits ou certaines inscriptions, le balisage automatisé n'est pas possible, mais par rapport à d'autres textes, on peut souvent récupérer pas mal de choses. Et bien sûr, c'est itératif. Plus on avance dans le balisage des données, plus on peut découvrir aussi dans cette façon fine de fréquenter les textes et d'interagir avec eux, réviser ces catégories d'analyse et en ajouter d'autres, trouver des choses intéressantes à décrire et enrichir la notation. On a forcément des phases de contrôle qualité et des premières analyses qui peuvent être faites avec des outils qui permettent justement d'atteindre tous ces éléments balisés. Ils sont facilement adressables, on peut les retrouver. On peut avoir aussi, pour améliorer la qualité, sérialiser les relectures. Et puis, une fois que le projet est terminé, on le publie, on dépose les données et si c'est une bonne recherche, elle peut donner à son tour lieu à de nouvelles recherches. Voilà pour le principe général. Je disais que c'était un travail d'équipe qui va allier plusieurs compétences et c'est aussi important de savoir, face à ces balises qui paraissent souvent aux éditeurs scientifiques comme complètement techniques, alors que c'est une façon de représenter plus quelque chose qui est de l'ordre de la modélisation et ou de catégories d'analyse donc qui sont complètement de leur responsabilité et de qui nécessitent leur regard critique. On peut dire qu'on a une phase sur l'analyse des sources. Alors, j'ai pris l'exemple des projets d'inscription, mais j'ai parlé d'épigraphiste, mais vous pouvez transposer ça dans d'autres domaines. Une phase d'analyse de la source, là, c'est les compétences des épigraphistes traditionnels. La modélisation dans le modèle de balisage qui s'appelle EpiDoc et dont on parlera tout à l'heure, là, ça s'adresse vraiment à des épigraphistes traditionnels, mais qui ont acquis quelques compétences dans les modèles de balisage et les standards qui sont utilisés. Le balisage XML en tant que tel, ça peut être la même personne, mais ça peut être aussi assisté par des ingénieurs ou des étudiants. On voit ça souvent dans certains projets. Ces mêmes catégories de personnes peuvent déjà construire des visualisations en maîtrisant des langages qui sont très proches, qui sont liés à la manière dont on modélise les sources, qui permettent de parcourir les balisages, les structures et d'en tirer des recherches rapides ou des visualisations. Et puis ensuite arrive le moment de produire les interfaces web. Et là, on a deux rôles principaux. Un qui est celui du designer web, qui va concevoir les interfaces et qui va traduire un peu la vision scientifique de l'éditeur scientifique dans des outils de travail avec les sources ou de lecture. Et puis, on a besoin de systèmes de publication, et là, on a besoin de développement informatique. Voilà une schématisation très grossière d'une forme d'organisation possible. On voit qu'il y a une gradation aussi des compétences. Alors ça, c'était juste pour tirer d'un exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé à ISOMA. Pour la partie métadonnées sur les inscriptions, on n'a pas tout ressaisi, on est parti d'inventaire au format dans un tableur qu'on a ensuite transformé automatiquement avec des systèmes de conversion dans le format de balisage et ensuite on a pu construire dessus une interface.
Ce balisage, qui utilise le format XML, revient à une sorte de hiérarchie ordonnée d'éléments de contenu. Je parlais du livre, divisé en chapitres, divisé en paragraphes. Là aussi, et ça permet de voir qu'on a une source d'information où le sens d'un élément du bas dépend des éléments en haut, et on a toute une hiérarchie et des héritages de propriétés qui peuvent se faire. Et quand on connaît la structuration de sa source, qui dépend de sa perspective scientifique, on peut aussi poser des questions intéressantes, des comparaisons, parce qu'on connaît finement la structure. Alors, là, j'ai mis des noms. On va dire que les rectangles sont des noms comme des noms de balises. Là, j'ai à dessein utilisé des noms très génériques qui ne sont pas du tout standardisés. En fait, pour pouvoir échanger les éditions, les corpus et les données, on souhaite utiliser pour ces noms d'étiquettes un vocabulaire commun au sein d'une communauté et, si possible, standardisé. Ce vocabulaire commun, c'est qui est devenu un standard dans le domaine XML, c'est celui de la Text Encoding Initiative. Et il faut dire que ce n'est pas un format qui vient du monde informatique, c'est vraiment un modèle ou également une représentation de ce que sont les textes qui fournit tout un ensemble de distinctions, d'étiquettes pour les décrire et les annoter. Et c'est un standard qui a été élaboré à partir d'une collaboration entre des chercheurs et des ingénieurs, des développeurs. Mais l'impulsion est vraiment venue des chercheurs qui souhaitaient un outil correspondant à leurs besoins et non pas une sorte de forme dans laquelle ils n'auraient pas pu exprimer leur spécificité. Et c'est complètement interdisciplinaire et c'est une des plus belles réussites des humanités numériques. Mais j'ai annoncé que je travaillais dans un laboratoire d'archéologie et qui a des projets épigraphiques. En fait, on n'utilise pas la TEI, on va utiliser sa spécialisation, sa déclinaison pour les inscriptions, qui sont des objets un peu particuliers, puisqu'ils sont des textes qui sont ostensiblement mis sur des supports qui peuvent être des stèles, des monuments, ici une statue, ou ici dans un autre projet auquel j'ai collaboré, des plaques de cuivre qui étaient reliées entre elles. Donc la première image est celle de la galerie des inscriptions grecques du musée du Louvre. Il y a un projet qui s'appelle IG Louvre sur lequel je travaille avec Michel Brunet. La statue égyptienne vient d'une collection de statues qu'on a retrouvées dans une fosse et qui crée un ensemble très intéressant pour étudier la religion égyptienne de cette époque, et qui s'appelle le projet de la cachette de Karnak, et puis des inscriptions anciennes en ancien sanskrit dans un projet lié à cette zone géographique. Revenons à Épidoque, juste pour comprendre cette hiérarchie. Je l'ai représentée sous forme d'un arbre, mais là je la représente sous forme d'un emboîtement de zones. On a notre fichier TEI et puis deux parties principales qui sont des métadonnées dans lesquelles on décrit les objets. On donne toutes les catégories d'indexation, les langues utilisées. On peut décrire donner de l'information sur des personnes qui sont citées dans le texte, et on peut aussi décrire précisément ses choix d'encodage, ce qui est important dans une perspective scientifique. Et puis 5 parties contraintes par ce modèle de document qui correspondent à la pratique épigraphique traditionnelle, avec une partie de transcription du texte inscrit, une partie de notes critiques pour indiquer des variantes de lecture, par exemple
En 1900, un chercheur a lu telle lettre. Quelques décennies après, avec les effets du temps, celle-ci a disparu, on ne la lit plus, mais on peut signaler qu'il y a eu cette lecture. Une partie de traduction, un commentaire optionnel, la plupart du temps historique, et une bibliographie qui a pour but de recenser les principales publications ou précédentes éditions de ces mêmes objets. Donc, c'est un schéma, Epidoc est un schéma basé sur la TEI qui propose ce modèle que je viens de vous décrire et qui fonctionne un peu comme la TEI, en plus petit, c'est-à-dire que c'est un ensemble un guide pour baliser les textes sous la forme de recommandations qui sont décrites avec de nombreux exemples. Et puis aussi des outils, un jeu de feuilles de transformation qui vont permettre de créer des pages web et qui ne couvrent pas tous les champs et toutes les traditions épigraphiques et qui sont principalement concentrés sur le domaine classique. C'est aussi une liste de discussion, ce sont des outils qui sont extrêmement... Enfin, les projets d'édition numérique ou de balisage sont extrêmement collaboratifs et ouverts et il n'y a pas une seule réponse pour les questions la plupart du temps et quand on fait un projet, on est constamment amené à échanger avec les collègues, soumettre ses idées ou leur demander de l'aide. Il y a un fort domaine d'entraide dans ces communautés. Et c'est une collaboration internationale et un groupe de travail qui assure la mise à jour. Donc ce ne sont pas des projets morts, ce sont des projets vivants qui régulièrement peuvent ajouter de nouvelles balises ou de nouvelles distinctions qui correspondent aussi à vos projets ou à de nouveaux projets, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et il y a des révisions régulières. C'est une sorte de sous-standard de la TEI, mais qui fonctionne extrêmement bien et qui est peut-être plus facile à utiliser parce qu'il y a moins de balises, mais qui est aussi parce qu'il y avait une pratique très harmonisée depuis longtemps au sein de la communauté épigraphique, avec vers 1930, je crois, sont apparues des conventions pour représenter les principaux phénomènes épigraphiques, comme des lettres illisibles ou ambiguës, qu'on représente dans le monde grec et romain par des lettres pointées, une manière d'indiquer qu'on fait des restitutions, qu'on complète des informations, des mots tronqués, et l'expansion d'abréviations, très important sur le domaine latin. Et donc on a un système d'utilisation de signes diacritiques, mais qui ne permettent pas une utilisation comme donnée, parce que le même signe peut se retrouver, est ambigu, peut se retrouver utilisé pour signifier des choses différentes. En fait, Epidoc reprend ces mêmes phénomènes et les traduit d'une manière avec des balises et des attributs. Par exemple, tout ce qui est lettres pointées, lecture ambiguë, sera dans une balise unclear, ou une restitution utilisera la balise supplied reason égale loss, qui permet de bien délimiter les choses. Et ensuite, c'est, comme vous l'avez compris, c'est la transformation qui va rétablir pour certaines versions, soit des crochets, soit dans d'autres traditions, des parenthèses, etc. Et c'est aussi ce qui me permet de travailler avec des chercheurs qui sont sur des traditions différentes, épigraphie grecque, épigraphie égyptienne, épigraphie sanscrite, alors que je ne comprends pas vraiment ces langues, en tout cas pas au niveau qui est le leur. Et son succès vient aussi du fait qu'elle s'inscrit ce modèle de document que je vous ai présenté reprend en fait la structure des éditions habituelles. Ce sont des pratiques qui allient
à travers un jeu d'éléments assez simple et assez limité, à la fois rigueur et flexibilité pour la description, mais ajoute les potentialités du XML et de l'édition numérique pour exploiter les éditions de façon plus intense. Un exemple d'un projet du King's College. Donc, on retrouve le lemme épigraphique qui va décrire la source des images, et puis une traduction, un commentaire assez court, il faut le dire, et puis trois onglets ici qui permettent de voir, de faire jouer ces différentes vues sur les balises, donc différentes transformations. Là, on a une vue diplomatique, hein, comme avec les majuscules, ce qu'on voit sur la pierre, et avec chaque fois qu'il y a une lacune, c'est représenté par des points entre crochets. Mais on peut aussi donner accès à la source XML qui donne plus d'informations. Et il me manque de donner la vision interprétée où on avait les restitutions à la place des lacunes. Ça, c'est un oubli dans ma préparation, excusez-moi. Mais là, vous voyez un autre exemple sur une plateforme de papyrologue où tous les phénomènes ont été traduits avec les conventions éditoriales habituelles, et puis un système de renvoi d'apparat critique qui est, dans ce cas-là, produit automatiquement grâce à ces indications de variantes par les parallélisations. Cela permet aussi d'aller plus loin. Et ça, c'est un exemple de prototype très, très simple que j'avais utilisé dans un projet de recherche pour faire comprendre ce qu'on pouvait faire à partir d'Ostraka. Hein, ce sont des tessons de posterie qui sont utilisés pour correspondre, envoyer des messages ou consigner des transactions, comme une correspondance. Et on voit qu'on a des noms de personnes, on a des objets qui sont échangés. Dans la source, on va les encoder comme des noms de personnes ou comme des événements. Là, j'ai vu un paiement. J'ai reçu des mains un demi-mation de date, bon, un paiement. Et on peut faire une transformation selon cette nouvelle perspective, tout en ayant préservé la façon de décrire la source comme elle est, en fonction de la sémantique des éléments comme ils sont. En tirer une sorte de tableau qui, pour chaque événement, on a une ligne, et en utilisant des outils très simples de visualisation, voir un peu les réseaux des personnes en fonction des échanges. Voilà. Mais la question de la durée, elle est liée bien sûr à une dimension de cette édition sur support web, qui est celle de leur maintenance et de leur préservation, puisqu'elles deviennent des objets complexes. Et il me semble important de comprendre un peu d'où vient cette complexité, comment elles s'organisent. On peut dire qu'un site web, c'est un iceberg. On a une interface que l'on peut lire, agréable, avec des jolies couleurs, des illustrations, des effets typographiques. Mais en dessous, on va avoir deux ensembles de choses, des traitements, et puis tout en bas, des données. Et c'est ainsi que, si on reprend ce qu'on a vu, on aura la page web en haut, des programmes, mais notre fichier XML-TEI sous-jacent qui va être justement travaillé pour afficher ces pages. En fait, un site web, c'est un peu autre chose. Enfin, on peut aller plus loin et détailler les choses, parce que la question de la préservation, on voit bien que dès qu'on est là, on n'a plus un seul objet, le livre, à conserver, préserver, faire durer, mais on a tout un ensemble de fichiers hétérogènes qui n'ont pas forcément les mêmes régimes de conservation, de préservation et de clarté. Nos données, en fait, elles sont là, mais elles dépendent du schéma qui va être construit pour pouvoir les valider et les contrôler, et qui est en fait
le vocabulaire des balises, plus la grammaire d'utilisation avec des relations de dépendance entre elles et des relations logiques. Par exemple, pour donner une illustration très simple, dans ces règles logiques qui viennent de la réalité de la nature des textes, on peut dire qu'un chapitre contient des paragraphes, mais qu'un paragraphe ne pourra jamais contenir un chapitre. Ça, c'est quelque chose qui est assez communément partagé. Et la possibilité d'inscrire ce fonctionnement-là comme une règle logique permet de contrôler aussi les données. Et donc ces schémas sont des choses importantes à conserver. Et là, on a cette couche de transformation avec des logiques éditoriales que j'ai représentées en vert. Pour la partie centrale, celle qui va produire les pages web, leurs index, leur système de navigation, on va avoir aussi des gabarits web, puisqu'on est dans des processus de publication dynamique où on associe les données, un gabarit, et ça produit à la volée une page web. On a aussi besoin, la plupart du temps, de formulaires de recherche avec des procédures d'indexation qui exploitent les données d'une autre manière. Et on a là, en vert, des logiques qui sont éditoriales, qui ont une importance par rapport aux choix d'interface qui peuvent être des choix scientifiques, mais qui sont enfouis dans le code informatique et qu'il est très difficile de préserver à part. Pour comprendre mieux cela, on peut revenir aux quatre modèles types de la préservation numérique. En fait, on a une approche muséologique, qu'il s'agit de conserver l'objet tel qu'il est de la manière dont en état de marche, avec son système de lecture en état de marche. Mais comme vous le savez, l'informatique et les sites web évoluent à un rythme assez avancé, et si ça permet de rendre compte du fonctionnement original de l'objet, ce sont des choses qui sont coûteuses à maintenir et difficiles, et qui ne sont pas forcément possibles pour l'ensemble des productions. Même si, je le reconnais, il y a des questions autour de l'archivage du web qui peuvent être intéressantes. Le second modèle, c'est celui de la migration. C'est un modèle plus paradoxal, puisqu'il s'agit de faire évoluer les fichiers au fur et à mesure des évolutions technologiques pour préserver, pour faire en sorte qu'ils puissent toujours être lus. C'est un peu une situation paradoxale, mais c'est celle qui est la plus répandue en fait dans les processus de pérennisation actuels. C'est pour conserver, on va transformer. Ça permet de maintenir les formats numériques en état de fonctionnement. Mais ce n'est possible que pour une partie des fichiers que l'on produit. Il faut que ceux-ci soient conformes et valides par rapport à des formats ouverts qui sont documentés et standardisés. Bien évidemment, on ne peut pas déléguer ce travail de migration à des plateformes ou à des institutions spécialisées. Il faut qu'ils puissent absolument comprendre et faire les choses d'une façon complètement maîtrisée, sans erreur, sinon on ne serait pas sûr du résultat. C'est le modèle utilisé par exemple par le centre, le CINES, le centre d'archivage pérenne de l'enseignement supérieur. Un autre modèle, mais qui lui aussi est difficile à vraiment mettre en œuvre sur le long terme, c'est ce qu'on appelle l'émulation, qui permet de simuler le dispositif de lecture ancien sur un nouveau lecteur. Vous avez certainement vu ça pour des jeux vidéo ou des outils déjà anciens. Alors là, ça peut être très coûteux. On le fait quand ça a vraiment une importance. Par exemple, dans des expériences de physique, c'est quelque chose qui se fait souvent, mais tant que l'expérience produit encore des résultats scientifiques, que ça vaut le coup. Et il y a quand même des limites parce qu'on en arrive à faire des émulateurs d'émulateurs. C'est un peu une suite sans fin. Il y a un autre modèle qu'on oublie souvent, qui est celui tout simplement de la description.
On peut conserver une description des contenus qui permet de les reproduire. Mon mandala du départ, si j'en ai gardé le dessin et les couleurs, je peux le refaire, ce n'est pas perdu. C'est parfois la meilleure solution quand les contenus sont facilement reproductibles ou parfois pour certains contenus, c'est aussi la méthode de fabrication qui est plus importante que le résultat lui-même. Avec ceci en tête, on peut reprendre le schéma précédent et voir qu'en fait, ce qu'on va conserver d'un site web, d'une édition, ça va être les données, hein, les fichiers XML qu'on aura produits avec ce balisage, les schémas associés qui donnent la logique d'ensemble et qui est structurée elle aussi en XML et en TEI. Mais là, au cœur, la logique éditoriale qui était enchâssée dans le code informatique des transformations, là, il faut un moyen pour la décrire et pouvoir la sortir des codes qui, eux, vont pouvoir, si on ne peut pas financer leur émulation ou leur conservation muséologique, eh bien, qui vont peut-être être jugés comme moins importants. Mais on a dit tout à l'heure que dans ces éditions critiques numériques, les choix d'interface pouvaient être très signifiants, mais en fait cette signification, elle est là dans la logique éditoriale. Et c'est peut-être intéressant de pouvoir garder la description, la documentation, pour pouvoir transmettre l'interprétation, la lecture complète de l'éditeur scientifique. Données, schéma plus logique éditoriale, on a déjà conservé l'essentiel du travail scientifique. Et c'est pour ça que l'utilisation du standard TEI, ou EPIDOC, est aussi, indépendamment du fait que c'est un standard recommandé ou voire imposé par des agences de financement, et qu'il permet d'échanger plus facilement les textes, c'est aussi qu'il a des grands atouts pour la pérennité et voilà. Parce qu'en soi, c'est une documentation puisqu'il est sémantique et qu'il est relié à des définitions de chaque étiquette, chaque valise a une définition dans des recommandations qui sont extrêmement détaillées. Donc ça va perdurer et on pourra, même si dans le projet de l'édition, tous les chercheurs ont disparu, on peut toujours se référer aux recommandations de la TEI, à ce corpus de littérature pour comprendre ce qui a été exprimé. Et puis aussi rappelons que ces formats XML ces jeux de balises sont lisibles par des humains, ça n'a rien à voir avec des codes informatiques en langage machine, fait de 0 et de 1. Et puis c'est aussi une spécificité qui est un peu moins connue, qui permet d'exprimer le schéma et sa documentation tout en un dans un document et en langage TEI. Et ça, c'est très rare dans l'univers informatique et c'est vraiment un des atouts, c'est pour la TEI, dans cette visée de pérennité, d'avoir essayé de fournir des outils de description de la manière dont les choses sont faites dans l'édition qui soient le plus indépendants possible des langages informatiques qui, eux, vont mourir un jour de leur belle mort ou être moins utilisés, moins connus. Et plus récemment, ont été introduites de nouvelles possibilités de décrire cette logique des interfaces. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'occupe, et c'est ça qui faisait que je me suis intéressée à ce système, à cet outil que je vais présenter tout à l'heure, parce que, ayant plusieurs projets à gérer en parallèle, cette question de la maintenance et de la pérennité de cette logique éditoriale enfouie dans le code de construction des interfaces me faisait penser qu'on perdait énormément de choses intéressantes pour la transmission de l'édition. Et en fait, donc, je disais que la TEI propose des balises pour cela. Alors c'est en fait 400 balises,
c'est assez succinct. Et ça permet de décrire par l'éditeur scientifique la manière dont les éléments de l'ATI doivent être traités par une application. Par exemple, on parlait de balises pour des paragraphes, qui serait une balise P, on peut dire, je veux que dans tel contexte, les paragraphes soient traités de telle manière. Je veux que les divisions de type traduction soient systématiquement placées à tel endroit de l'interface, etc., etc. Alors, ça va... La façon d'utiliser ce jeu de balises... Hein, j'ai dépassé mon temps? Bon, alors je vais passer. Je vais passer très vite. Ce qui décrivait la façon dont ça se passe. Un exemple pour faire un lien à partir d'une référence. On peut indiquer très précisément quel élément ou quel attribut on veut voir utilisé à quel endroit. Et ça se met dans le fichier ODD qui contient le schéma et la documentation et qui est préservé. Je passe aussi. Il s'agit d'associer en fait à chaque balise un comportement. Et la liste, elle n'est pas très longue, c'est facile à apprendre. Ça donne des codes comme ça, qui sont très proches de l'ATI et très proches du langage CSS, mais des langages simples qui peuvent parfaitement être appris et maîtrisés par l'éditeur scientifique qui connaît l'ATI et connaît bien l'arborescence et qui permettent aussi, un exemple issu d'un projet indien, de donner de préciser pourquoi cette présentation, mettre de la documentation sur cette présentation. Il y a ces éléments de documentation, s'ils sont importants, c'est parce que l'outil que j'utilise et sur lequel je voulais vous présenter est le premier outil à utiliser ces modèles. Alors c'est un outil assez récent qui est basé sur ExistDB, donc qui fournit déjà tout un environnement complet pour un site avec un moteur de recherche et des outils assez éprouvés, et qui a été développé avec le soutien de l'ATI. Donc on peut avoir un site web complet, et on a une grande facilité de redistribution, de déploiement. Ça, c'est des procédures un peu techniques. Voilà. En fait, le principe est assez simple, c'est que pour chaque comportement, l'éditeur scientifique associe, déclare quel comportement doit être associé à telle balise, et le système de publication a précodé ces éléments dans des fonctions XQuery, c'est un langage pour faire ces transformations. Et donc ça a des avantages énormes en termes de maintenance, puisqu'il y aura une même fonction n'est codée qu'une seule fois, même si elle est réutilisée plusieurs fois, et elle donne plus de contrôle à l'éditeur scientifique, qui, grâce à une interface visuelle et graphique, peut modifier les choses à la volée. Enfin, c'est pour ceux qui ont expérimenté le travail de création où il faut passer par des ingénieurs, donc il faut attendre. Là, on peut en fait jouer avec les données, réfléchir avec elles et aussi être dans une démarche plus créative, plus facilement, parce qu'on peut vraiment être expérimenté avec les interfaces et l'outil. Voici un exemple de site que j'ai réalisé pour les inscriptions sanskrit. Et là, avec un jeu de variantes qui s'affiche au survol. C'était une expérimentation qu'on a faite. Un autre projet autour des statues de la cachette de Karnak, où là, l'enjeu, c'est de trouver des moyens de représenter dans la façon de nommer les propriétaires de la statue. On va dire ses titres, le nom de son père, le nom de sa mère, et d'avoir des signes visuels, de pouvoir construire des signes visuels pour pouvoir distinguer les éléments. Et grâce au principe de fonctionnement de cet outil, on peut aussi chaîner ces ODD, ces documents types dans lesquels on décrit, on fait l'alignement entre les balises et les comportements.
Et ça permet au sein d'un laboratoire où on gère plusieurs projets de créer des sortes de systèmes superposés où on a tout un travail générique pour tous les projets du laboratoire et puis après on n'a plus qu'à ajouter une couche de spécialisation pour chaque projet et on peut proposer des gabarits types et déployer des sites plus facilement et aussi donner, et je pense que c'est aussi un enjeu important pour moi, une sorte d'outil pour les jeunes chercheurs de prototypage. Avec l'idée qu'au final, si on veut faire une édition très ambitieuse au niveau web et au niveau développement, il faudra toujours investir dans du développement informatique. Et pour ça, les logiques dans lesquelles on se place sont des logiques de financement par des agences. Mais avoir expérimenté avec des outils faciles à déployer permettra certainement de raffiner, d'avoir des idées peut-être qui auront plus d'impact pour obtenir ces financements. Voilà, c'est à partir de ce travail, des différents sites et prototypes que j'ai réalisés, mon objectif est maintenant d'en tirer un prototype commun, un modèle, et de le tester avec des utilisateurs, notamment des jeunes chercheurs. Alors il y a des plus et des moins. Les moins, c'est notamment... les plus pour moi, c'est vraiment la logique de conception et l'implémentation des processus modèles pour conserver la logique scientifique de l'interface, qui est le plus important. Les moins, c'est que c'est encore un projet qui n'est pas complètement mûr et qui a encore beaucoup évolué, qui m'a conduit à redévelopper des choses et qui va me conduire encore à les redévelopper, mais il s'améliore à chaque fois et il utilise des principes web très proches des standards. Et là, je conclus. En fait, la clé de la durée dans l'univers numérique, c'est vraiment la documentation. Parce que l'enjeu n'est pas de conserver le bit de données, mais vraiment la signification des choses. Et durée, c'est aussi être réutilisé. On sait tous que, notamment dans l'univers classique, des très nombreuses œuvres n'ont survécu que parce qu'elles ont été citées par d'autres auteurs. On a perdu les originaux, mais on connaît les existences de ces œuvres et on les connaît par fragments grâce aux citations, au fait qu'elles ont été réutilisées. Et pour des réutilisations dans le domaine scientifique, la documentation aussi, des raisons des choix, est essentielle. Sinon, on pourra toujours construire des interfaces rigolotes qui font des choses avec des données qui bougent dans tous les sens, mais si on ne les maîtrise pas intellectuellement, on ne peut pas les réutiliser. Et puis faire perdurer un peu ces éditions numériques qui sont nouvelles, qui sont dotées d'outils, qui supposent des utilisateurs avec des objectifs plus centrés sur les données et pas seulement sur une lecture suivie. C'est aussi développer une sorte de lectorat et je pense que le déploiement d'outils de ce type permettra aussi à de plus en plus de chercheurs et de jeunes chercheurs de se familiariser avec ces outils et avec l'édition numérique comme un réservoir de données avec lesquelles on peut jouer et avec lesquelles on peut surtout interagir pour réfléchir. Et voilà, j'ai fini avec un peu de retard. Merci pour votre attention. Oui. Oui, juste une question. J'ai vu sur votre présentation que l'Epidoc était en SourceForge. Oui. Bien. Donc c'est disponible. C'est complètement libre et ouvert, oui. C'est ça. Donc. Et on peut l'utiliser donc. Complètement. D'accord. Complètement. La TUI, Epidoc et même TUI Publisher sont tous des projets qui sont entièrement collaboratifs, entièrement ouverts. D'accord.
Et il y a, aussi bien pour la TUI que pour Epidoc, des listes de discussion où vous pouvez écrire très facilement et dire, voilà, je voudrais faire ça, qu'est-ce que vous me conseillez, qui vous connaissez, quels autres projets vous connaissez, et l'entraide est très, très soutenue. Très bien, je vous remercie. Petite question intéressée, je profite de votre présence, sur TI Publisher qui est sur ExistDB. Est-ce qu'il y a vous savez s'il y a une version qui est prévue pour BASIX? Une version pour BASIX? Ouais, pour qu'il soit un peu, soit, on va dire, plugable avec BASIX. ExistDB et BASIX sont deux sociétés différentes. Ce sont des logiciels libres qui sont... et je ne sais pas si BASIX a prévu d'utiliser les Processing Models, mais qui sont des balises de la TUI, qui sont documentées, qui sont librement utilisables. Je pense que ce serait très très intéressant. Peut-être qu'ils ont ce projet-là, mais je suis les choses de plus loin et je ne sais pas. Merci. Mais ça serait bien, ça serait une bonne idée. Du coup, moi j'avais une question. Là, c'était plus vraiment plus général pour les projets que tu fais avec donc, des chercheurs. Et donc, comment ça se passe voilà, comment ça fonctionne, comment vous répartissez les tâches, comment t'interviens. Enfin, voilà. Je peux revenir sur la... Je vais revenir sur la serre. En fait, moi, j'interviens vraiment comme spécialiste du schéma TUI et Epidoc, mais je n'ai pas la connaissance des langues, des données, de leurs objectifs. Donc, en fait, moi, j'interviens déjà là, pour dialoguer avec eux, et puis après leur proposer des modèles, dire voilà, ça on va l'encoder comme ça, et puis ça va donner telle et telle possibilité, qu'est-ce que tu en penses? Et on a un travail intense de modélisation. Je travaille aussi sur la reprise de données et la préparation des données, mais ce sont eux qui font le balisage. Et puis, j'essaye de développer des outils de contrôle qualité, enfin, c'est des listes de relecture des interfaces, et de travailler aussi sur la partie, la mise en place de cette plateforme de publication. Et en fait, c'est vraiment très itératif parce que concevoir les choses de manière complètement abstraite, sans avoir une idée sur la façon dont ça va être transformé, même si la logique du système de description sémantique, c'est de ne pas limiter ou de ne pas modeler la façon dont on va encoder les choses sur une présentation, pour ne pas biaiser ces données, vraiment partir de ce que ça veut dire et des propriétés, mais en même temps, passer tout de suite à la représentation permet de voir si on a bien, dans toute la chaîne, si on n'a pas raté une information. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, moi j'avais une autre question. Donc les sites que tu as montrés, c'est des sites qui sont accessibles Alors il y en a deux qui sont accessibles, c'est ceux qui sont sur Humanum. C'est le site du corpus des inscriptions Pew et les inscriptions de Andrea Dessa. Donc ils sont sur une instance existe de la TGR Humanum, mais dans une version de TUI Publisher qui a un peu vieilli et qu'il faut que je fasse évoluer aussi pour profiter des dernières fonctionnalités. Et les autres sont encore à l'état de prototype, de test, de réflexion avec les chercheurs justement sur les choix d'interface.
Par exemple, sur les statuts, on a comme la façon dont les noms sont décrits et qui sont composés de parties, beaucoup de titulatures ou des formules qui reviennent assez fréquemment. On réfléchit à un système qui permet d'allumer les éléments pour voir où sont les titres, où sont les noms, où sont les noms de divinités, etc. Voilà, essayer de travailler avec les chercheurs sur les outils qui sont pertinents pour une lecture plus interactive et plus dynamique des sources en fonction des projets de la discipline.